C'est nouveau, c'est techno. Comment suivre dans sa langue d'origine une pièce de théâtre, par exemple, ou une comédie musicale? Eh bien, vous avez la solution. Karl de Poncin, bonjour. Vous êtes cofondateur de Théâtre in Paris avec des lunettes magiques que vous allez nous montrer. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on peut lire à l'intérieur des sous-titres avec sa langue maternelle? C'est ça, donc ce sont des lunettes de réalité augmentée sur lesquelles nous avons développé une application qui permet de surtitrer les pièces de théâtre dans la langue du spectateur. Donc le spectateur va chausser ses lunettes pendant le spectacle, au démarrage du spectacle, et comme je vous regarde maintenant, va pouvoir profiter du spectacle entièrement et en même temps avoir un écran virtuel qui projette le texte en synchronisation avec les acteurs. Sans désagrément pour la vue du spectacle qu'on suit en même temps, quoi. Absolument, ça a deux avantages, c'est que les autres spectateurs ne voient pas le texte, donc s'ils n'en ont pas besoin parce qu'eux parlent la langue du Parce que spectacle. ça existe déjà, ça, des espèces de défilants dans les théâtres. Oui, absolument. Le surtitrage traditionnel sur des écrans, donc au-dessus de la scène ou sur les côtés, existe depuis une trentaine d'années dans l'opéra et de plus en plus dans le monde du théâtre. Nous l'avons introduit, Théâtre in Paris, pour les étrangers, c'est-à-dire que les spectacles français de la saison à Paris, par exemple au Théâtre Édouard VII ou au Théâtre du Splendide, ont des écrans de surtitrage en anglais à destination des touristes. Marché énorme, hein, on rappelle, plus de 20 millions de touristes dans la capitale. Absolument, c'est à la fois Paris, la ville dans laquelle il y a le plus de touristes étrangers au monde, et la ville qui a la plus grande offre théâtrale du monde avec Londres et New York. Mais avec cet obstacle de la langue de Molière. Alors, ce n'est pas un obstacle, c'est plutôt... pour les étrangers, en tout cas. Oui. C'est la barrière de la langue qui est un obstacle et que le surtitrage permet de limiter. Parce que autant ils peuvent, par exemple, aller au Lido ou au Moulin Rouge, où c'est un peu fait pour les étrangers, on comprend tout de suite, autant aller voir un théâtre, c'est compliqué. Exactement. Et de plus en plus, les touristes veulent vivre des expériences. Plus personne ne veut voyager comme un touriste. Ouais. Et donc, pour voyager comme un local et vivre une expérience immersive, aller voir un spectacle, c'est une solution. Ils ont peut-être déjà vu l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et passé à autre chose. En fait, plus de 50% des visiteurs internationaux à Paris sont des gens qui reviennent, qui sont déjà venus à Paris. Donc, du coup, ils cherchent des activités de deuxième, de troisième, de quatrième visite. Ça se passe comment? C'est en location? Comment on obtient ça? Oui, alors nous commercialisons de la billetterie sur notre site internet, donc théâtreinparis.com. Vous avez créé une start-up pour ça. Absolument. Et ça, c'est fabriqué en France? Et alors, ces lunettes que je tiens dans la main ici sont fabriquées en France par une société qui s'appelle Optinvent, qui est basée à Rennes et dans la Silicon Valley. Et nous avons développé le soft en partenariat avec le groupe Atos. Et donc toute la partie, c'est comme si on avait fait une appli. Ça tourne sous Android, donc c'est comme si on avait développé une appli Android pour smartphone, sauf qu'on l'a fait pour des lunettes parce que dans le théâtre, l'intérêt d'avoir des lunettes, c'est que le confort de lecture est bien supérieur à un smartphone. Ouais. Rien à voir avec les fameuses Google Glass dont on nous disait qu'elles allaient révolutionner le monde et puis qui ont été arrêtées assez vite. Alors, disons que les lunettes d'Optinvent sont des concurrents des Google Glass. Elles ont deux avantages, c'est que l'autonomie est meilleure, donc vous pouvez tenir tout un spectacle, ça ne va pas s'arrêter au bout de 10 minutes. Et par ailleurs, l'écran est beaucoup plus grand et il est beaucoup plus centré sur votre champ de vision. Et donc, du coup, l'effort que vous avez à faire pour aller chercher le texte pendant que vous regardez le spectacle est minimal. Donc, on l'a déployé en première mondiale au Festival d'Avignon en 2015. Ouais. On a des projets encore avec le Festival d'Avignon pour 2016 et de ça marche, projets ailleurs. Les étrangers sont demandeurs? Alors les étrangers sont hyper demandeurs. Quand les gens viennent à Paris, la première chose qu'ils veulent faire, c'est découvrir la culture française. Ouais. Et ensuite, quand on dit « mais quelle culture ?» alors ils vont dire les musées, les monuments, mais le spectacle vivant, la barrière de la langue pose des difficultés. Donc déjà, avoir des surtitres dans leur langue, c'est un avantage énorme. Et alors, quand on rajoute une couche de technologie dessus, on a vraiment un succès énorme parce que les gens viennent voir à la fois un art plurimillénaire, voir des monuments historiques qui sont absolument exceptionnels, et en même temps, ils ont le meilleur de la technologie. Et puis, j'imagine que vous pouvez le faire en anglais, en russe, dans toutes les langues, enfin ce que vous voulez. Dernier avantage des lunettes par rapport à du surtitrage traditionnel, effectivement, c'est le multilinguisme. À la carte. Voilà, à Avignon, on avait fait ça en 6 langues pour des spectacles, donc français, anglais, mandarin, espagnol, italien et polonais.
Ça peut se décliner, j'en sais rien moi, sur beaucoup de possibilités possibles, une visite de Paris, voir la télévision ou... On a des confrères d'autres sociétés innovantes dans le tourisme qui développent des solutions sur lunettes pour des visites dans les musées, etc. Nous, notre métier, c'est le spectacle vivant. Donc ce sont plutôt des outils qu'on aimerait déployer dans une multitude de salles à l'international. On a des demandes de Taïwan, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne. Ah oui, pour leur propre spectacle. Absolument. À Berlin, 20% des salles surtitrent leur spectacle en anglais déjà. Donc à Paris, on est en train de rattraper ce retard-là. Mais demain, on devrait pouvoir proposer pas uniquement la langue anglaise ou la langue française, mais aussi d'autres langues. Encore une fois, le chinois, le russe. Il y a des très grands festivals en France aujourd'hui qui accueillent un public international très important. Et on ne peut pas surtitrer dans 10 langues. Et quand aujourd'hui des centaines et des centaines de Chinois ou de Russes désirent découvrir la culture française et la culture occidentale, eh bien ce type de solution est une façon de les accueillir toujours mieux. Les producteurs de spectacles sont intéressés, vous en dites banco tout de suite? Ils sont extrêmement intéressés. On en est au tout début. Encore une fois, la première utilisation dans un théâtre de lunettes de réalité augmentée, c'était cet été à Avignon avec nous. Donc on pense que ça va se multiplier dans les années à venir. Pour moi, c'est une lame de fond. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va y avoir une accessibilité d'une nouvelle activité de divertissement dans le monde du tourisme. Il y a plus d'1 milliard de touristes tous les ans dans le monde. C'est une activité qui est en croissance partout. Et encore une fois, les gens ne veulent plus voyager promener dans des bus comme tout le monde. Donc tout le monde cherche à sortir des sentiers battus. Ne plus être des moutons qui suivent bêtement. Si on a des lunettes de vue, on peut les superposer? Alors avec cette version actuelle, non, parce que vous voyez, moi je porte des lentilles, donc je les mets par-dessus. Mais très bientôt, on aura des nouvelles versions qui seront compatibles avec des lunettes de vue. Voilà, d'ici quelques mois. Vous êtes une start-up, vous voulez aller plus loin, vous allez lever des fonds pour développer ça? Oui, on est en phase de levée de fonds. On a fait une première levée de fonds en 2015. On est en train de préparer une levée de fonds pour le premier semestre. Vous espérez combien? On vise 1 million d'euros. D'accord. Est-ce que vous travaillez dans un incubateur dont on parle beaucoup de ça, non? Alors, on a été lauréat du Welcome City Lab, qui est le premier incubateur au monde dédié au tourisme, qui a été fondé par la ville de Paris, la BPI et des grands acteurs du monde du tourisme et du voyage. Il faut savoir que le secteur du tourisme est hyper important en France, c'est 7% du PIB, c'est en croissance. Et pourtant, il y a un manque d'innovation, il y avait un manque de start-up qui était très fort. Aujourd'hui, c'est fini. Nous, on était la première promotion. Tous les ans, on a des confrères, encore une fois, qui arrivent. Et regardez la transition qu'on va faire. Les incubateurs, effectivement, ça se développe absolument. On ne s'était pas téléphoné avant, on ne s'était pas télégraphié. Reportage en région parisienne de Samira El Gadir, Jean-Yves May et Jean-François Drouillet. Regardez ce que ça donne. Là, c'est un de nos plus grands incubateurs. C'est même aujourd'hui le plus grand qui a été réalisé par la ville de Paris, la région Île-de-France. Aux abords du périphérique, ce bâtiment flambant neuf abrite un trésor. Des dizaines d'entreprises en gestation. 8 étages de projets dans tous les domaines. Environnement, jeux vidéo, éducation. Sur un étage comme celui-là, vous allez avoir une quinzaine d'entreprises. Et non pas des gens qui appartiennent tous à la même boîte. C'est ça, un incubateur. Un laboratoire où sont réunis les jeunes entrepreneurs. Ici, ils s'échangent des conseils, trouvent ensemble des solutions à leurs problèmes. Ils partagent les mêmes préoccupations. Le modèle attire de plus en plus de candidats et d'investisseurs. Cette structure dispose d'un budget de 8 millions d'euros, répartis entre les collectivités locales et les partenaires privés. J'ai testé l'invitation démodée, c'est TikTok. Autre incubateur, cette fois, il est hébergé par l'une des plus grandes banques françaises. Elle abrite une quinzaine de jeunes pousses qui innovent dans tous les domaines, sauf le sien. On a à la fois des entreprises dans le secteur énergétique, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'aide aux personnes âgées. La banque connaît son métier. Ce qu'elle recherche, ce sont de nouveaux services à proposer aux grandes entreprises qui ont un compte chez elles. Lucien lance un site pour organiser les trajets des transporteurs routiers. On a eu la chance de bénéficier du réseau de la banque qui est très large. On a pu en rencontrer certains et on est en discussion avec certains, donc non, ça a été très bénéfique pour nous. Le partenariat permet également à la banque de fidéliser ses clients et de s'inspirer d'une nouvelle façon de travailler, plus souple, car les startups cassent les codes de l'entreprise. Elles vont le développer plus vite, de manière plus agile et avec une créativité qui est souvent différente, pas en opposition, mais différente de celle que le grand groupe, lui, va savoir développer. Des grands groupes qui lorgnent sur cette effervescence. Chez Engie, un fonds d'investissement de 100 millions d'euros est dédié aux startups et à l'innovation. Dans les étages feutrés de la direction, les incubateurs ne sont plus un sujet que l'on traite à la légère. On y consacre beaucoup d'argent et même du personnel
pour s'inspirer de leur méthode. On constitue une petite équipe qui va partir avec l'idée et qui va aller la tester au marché, qui va aller comme une petite entreprise, comme si c'était une start-up indépendante externe, qui va aller vivre sa vie de start-up externe dans un incubateur externe. Des incubateurs qui se multiplient partout en France. La région parisienne à elle seule en compte une 60aine. Le pays dispose de tous les atouts pour s'imposer comme pionnier, à condition de préserver cette créativité. Voilà, vous étiez dans ce genre de bâtiment, Carl de Poncin. Absolument, on avait la chance d'être rue de Rennes, dans le 6e, dans le Welcome City Lab. C'est là qu'on a démarré. Et c'est un vrai plus pour une start-up. C'est un énorme plus. Nous, on en est sorti au bout d'un an après la période d'amorçage. Donc maintenant, on vole de nos propres ailes. On est dans un lieu, dans une pépinière qu'on a créée avec 3 autres entreprises. Et le but, c'est que ça se multiplie, mais que ce soit des rampes de lancement. C'est-à-dire que ça permet à certaines entreprises de démarrer, de décoller et ensuite de voler de leurs propres ailes. Exactement. Merci beaucoup, cofondateur de Theatre in Paris, avec ces lunettes un peu révolutionnaires, donc qui vont peut-être permettre aux millions de visiteurs étrangers, que ce soit d'ailleurs à Paris ou ailleurs, de suivre le théâtre français et les spectacles vivants. Tout de suite, le journal. On reviendra évidemment sur ce dramatique accident de train dans le sud de la Bavière. Le dernier bilan, au moins 9 morts, 81 blessés. On ne s'explique toujours pas comment l'accident a pu se produire, d'autant que la voie était surveillée normalement par un système informatique chargé d'arrêter les trains en cas de problème. A tout de suite, le journal de 16h30.